Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le journal de Webullition concocté par les étudiants du Master Journalisme et Médias Numériques. Nous sommes lundi 9 octobre et on vous présente le premier journal audiovisuel de cette nouvelle année. Au programme, Noé Chaillot sera sur le plateau pour évoquer la complexité pour les étudiants de trouver un logement. On parlera également santé avec la journée mondiale de la douleur qui se déroule le 16 octobre prochain. Puis nos journalistes nous feront découvrir le métier d'ergothérapeute. En politique, on fera un point sur les sénatoriales 2023 avec Imran Baroudi et nous terminerons ce programme avec une partie de l'histoire locale peu connue, les malgré nous. Mais pour commencer ce journal, revenons sur la catastrophe qui a touché le Maroc il y a un mois. Un puissant séisme de magnitude 6,9 a ravagé l'ouest du pays dans la nuit du 8 au 9 septembre. Le dernier bilan fait état de près de 3000 morts et plus de 5000 blessés. À Metz, un élan de solidarité s'est créé autour d'associations locales afin de collecter des dons. Imran Baroudi, Antonin Hutz et Camille Vary sont partis à la rencontre de l'association Cassis Metz Borny. J'ai fait un message sur mon groupe des Marocains de la Moselle. Les personnes elles ont été vraiment très réactives. Il y a un élan de solidarité qui s'est mis en place et qui ne s'arrête pas. On est aujourd'hui un collectif de plusieurs associations, notamment Kairos à Bellecroix, Abscis Émergence sur Borny et bien évidemment Cassis qui est sur Borny de même. Les trois associations sont centralisées au centre du Petit Bois où les dons sont recueillis. Au jour d'aujourd'hui, on reçoit en permanence. Donc je remercie tous les donateurs qui souhaitent rester anonymes parce que c'est dans notre culture, mais pas que. J'encourage aussi les autres à le faire parce qu'aujourd'hui, c'est un grand élan, mais qu'est-ce qu'on sera demain? Je souhaite vraiment que les gens continuent sur cette dynamique. On continue. Khalifa est conseillère sociale à Borny. Elle prête main forte aux bénévoles de l'association. Au centre, on a par exemple accueillir les gens qui ont ramené leurs dons. Je les remercie. Et après, on a fait le tri, en même temps avec ma collègue Salwa. On a déjà commencé à faire qu'est-ce que ça part en premier, des catégories et tout. Et après, ça, premier jour, c'était un petit peu perturbant. Après, c'est bon. Et là, quand on voit le résultat qu'on a fini, on est heureux parce qu'il y avait beaucoup de monde qui s'est mobilisé. Les dons sont triés par zone en fonction de leur degré d'urgence. Au-delà de l'alimentaire ou des vêtements, le besoin se ressent aussi au niveau du matériel paramédical et de protection. J'aimerais bien avoir des tentes de 4, 6, 8 personnes. Des réchauds, des trousses de premier secours, le paramédical, les chaises roulantes, des poussettes, tout ce qui va être vêtements chauds, mais ça encore c'est à discuter. En fait, je ne précise rien. Je souhaite que les gens ils fassent ça de bon cœur et ramènent tout ce qu'ils peuvent. La mairie de Metz a organisé une cellule de crise. Avec le collectif des associations, ils organisent le voyage des dons dans un conteneur à destination du Maroc. Qu'en est-il de la reconstruction du Maroc? Adélie Trimbourg nous a rejoint sur le plateau. Adélie, bonjour. Bonjour Marie. Vous nous faites un rapide constat de la situation actuelle dans le pays. Alors en effet, donc, selon les chiffres d'UNICEF parus le 20 septembre, au total 50 000 habitations ont été totalement ou partiellement détruites. 2 millions de personnes vivaient dans la zone touchée par le séisme. Selon un article de Ouest France paru hier, on recense 2 901 morts et 5 530 blessés. Qu'en est-il des opérations de sauvetage un mois après? Alors d'après le témoignage d'une habitante marocaine donné à Ouest France, sur place, l'urgence vitale est couverte et les opérations de sauvetage sont terminées. Les populations vivent aujourd'hui dans des tentes fournies par l'État ou des particuliers en attendant d'être logées. Quelles actions ont été mises en place par le gouvernement marocain? Alors le 20 septembre dernier, le gouvernement marocain annonçait déjà le déploiement d'un budget de 11 milliards d'euros dédié à la reconstruction des zones touchées. À ça vient s'ajouter une aide de 230 € par mois pendant un an pour les populations sinistrées, ainsi que 12 905 € pour les maisons totalement détruites et 7 374 € pour celles partiellement effondrées. Au total, c'est donc un budget de plus de 737 millions déployé par l'État, en plus de ces 11 milliards. Depuis la France, comment se sont mobilisées les populations pour venir en aide à la population marocaine? Alors si des actions ont été lancées partout en France pour venir en aide aux populations touchées par le séisme, notamment par l'envoi de dons, à Metz, l'association Cassis Metz Borny, contactée ce matin, fait part d'un bilan très positif. Lundi dernier, un semi-remorque de dons est arrivé à Taroudan, ville marocaine très touchée par le séisme, depuis Metz. L'association a reçu énormément de dons, mais également beaucoup d'aide physique de la part de bénévoles venus prêter main forte. L'association a récolté énormément de dons de première nécessité, comme des matelas, des tentes, des couvertures, très utiles aux populations sinistrées. Aujourd'hui, la récolte est terminée, car l'association doit maintenant acheminer tous les dons recueillis. Merci beaucoup Adélie pour toutes ces informations. Je vous en prie.
Trouver un appartement étudiant est devenu un véritable parcours du combattant dans le Grand Est et partout en France. Des loyers qui ne cessent d'augmenter, des propriétaires de plus en plus exigeants et une demande qui devient supérieure à l'offre. De nombreux étudiants se sont retrouvés sans logement à la rentrée. Noé Chaillot, bonjour. Bonjour Marie. Vous nous expliquez les raisons de ce problème ? Eh bien oui, effectivement, il est difficile pour les étudiants de trouver un logement, les offres sont quasi inexistantes. Mais pourquoi ? Les propriétaires subissent l'inflation, comme nous tous, et décident alors d'augmenter leur loyer pour mieux vivre. De nombreux étudiants de Metz et de Nancy ont vu le coup venir et ont préféré ne pas rendre leur appartement en fin d'année scolaire. Ils ne voulaient pas en prendre un nouveau plus cher cette année, nous a confié Olivier Rossetto, un expert en état des lieux à Nancy, qui assure une médiation entre locataires et propriétaires. D'après l'expert, la situation est également due à de nouvelles mises aux normes contraignantes pour les propriétaires. Depuis le 1er janvier 2023, les logements avec une forte consommation d'énergie sont interdits à la location. Ils doivent faire des travaux pour améliorer l'isolation de leur logement, mais le prix des matériaux a augmenté, ce qui les pousse à ne rien réparer. Des logements se retrouvent alors vides. Il y a aussi un problème de confiance de la part des propriétaires, ils sont très regardants sur le salaire des garants et demandent toujours plus de documents administratifs. Dernière quittance de loyer, attestation d'assurance de logement, dernier avis de taxes foncières, une pile de documents interminables dont les étudiants n'ont souvent même pas connaissance. Est-ce que l'État incite les propriétaires à louer leurs biens ? On fait face à un manque d'incitation à la location en France et en Lorraine, puisqu'en décembre 2024, ce sera la fin de l'investissement Pinel, qui donnait droit à une réduction d'impôt sur le prix d'achat d'un logement en location. D'autres aides financières de l'État, comme la loi Périsol, n'existent plus depuis les années 2000. Pour Éric Alouche, directeur du groupe d'agence ERA Immobilier, régulièrement en contact avec des propriétaires, ils sont découragés. Ils ne veulent plus louer leurs biens, ce n'est plus rentable et c'est devenu fatigant. En termes de rentabilité, de finances, comment ça se passe au niveau du montant des loyers ? Eh bien, tous ces facteurs conduisent à des chiffres alarmants. En 2019, le prix moyen du mètre carré était de 10,20 € à Metz et de 10,50 € à Nancy d'après imo-région.fr. Aujourd'hui, il est de 15 € à Metz et à Nancy d'après Se Loger. L'augmentation est donc énorme pour les étudiants qui peinent déjà à payer leur loyer avec leurs charges. Il faut compter maintenant 450 € de loyer en moyenne pour un appartement de 30 mètres carrés à Metz et à Nancy, sans compter bien sûr les charges, électricité, gaz. Les étudiants ne se sentent ni compris ni écoutés, ils ont l'impression que les agences immobilières ne font rien pour eux et ils peuvent aussi faire face à des arnaques mensongères en ligne. D'après Olivier Rossetto, la situation s'adoucira peut-être dans les années à venir, mais ce n'est pas pour demain. Merci beaucoup Noé Chaillot pour toutes ces précisions sur le sujet. Parlons à présent santé. Tous les ans, le 3e lundi du mois d'octobre est consacré à la lutte contre la douleur. À l'occasion de cette journée mondiale, un forum d'information sur le handicap invisible au travail s'est déroulé à Metz. Il est organisé par l'association Vivre avec la douleur chronique, qui veille à écouter et orienter ceux qui en ont besoin. Un reportage de Mathilde Brision et Manon Delassus. Un Français sur 5 est concerné par les douleurs chroniques, soit des douleurs installées depuis plus de 3 mois, qui peuvent aller jusqu'à engendrer des souffrances au travail et une incapacité, partielle ou totale, à exercer. Sarah, membre de l'association, souffre ainsi de fibromyalgie, une maladie qui affecte les muscles. Je n'ai pas pu passer mon BTS à cause de mes douleurs chroniques. Toute notre confiance en nous a disparu. J'ai eu des phrases du style « t'es pas vraiment malade, tu fais semblant, faut prendre le taureau par les cornes ». Même toi, tu te poses la question en fait de est-ce que t'es folle, est-ce que t'as vraiment quelque chose. Enfin, c'est des questions que les gens te posent et du coup qu'au final tu te poses toi-même. Toute l'après-midi, des acteurs du monde du travail ont répondu aux différentes questions des visiteurs. Cap Emploi intervient au niveau des demandeurs d'emploi, mais également auprès des entreprises. Il peut également intervenir auprès du personnel pour leur expliquer éventuellement quelles sont les difficultés rencontrées par la personne et les impacts sur l'organisation générale de l'entreprise. Se lancer dans n'importe quoi, il faut y réfléchir en amont, faire un bilan d'orientation, que ce soit un handicap physique ou autre. Ça peut être rencontrer un médecin, un ergonome pour essayer de déterminer quel métier peut vous correspondre. Ces difficultés, Marie-Reine les a rencontrées lorsqu'elle travaillait encore. J'étais instite en maternelle, puis aux parents on n'en parle pas parce qu'ils ne sont pas dans... On le dit discrètement comme ça, j'ai mal au dos, mais pour eux c'est un mal de dos, quoi. C'est bénin. Si la situation nécessite des aménagements, les personnes peuvent entreprendre une reconnaissance de leurs difficultés en se faisant accompagner dans la constitution d'un dossier auprès de la maison du handicap. On a des personnes parfois qui viennent à l'accueil Pôle emploi qui nous disent moi il faut que je fasse mon dossier MDPH, j'ai quand même besoin d'être sûre, savoir quoi cocher où. On peut les aider à constituer le dossier MDPH avant de l'envoyer parce que après c'est difficile, il faut aider les personnes à contester, à faire un document qui s'appelle le RAPO. Et donc le RAPO on conteste et on demande à passer en commission, éventuellement être entendu ou pas.
reçu ou pas, avec ou pas un intervenant extérieur ou qui peut défendre le dossier. Voilà. Donc, faire en amont, avant de déposer le dossier, c'est toujours préférable que de l'envoyer après, de faire une contestation après, parce que ça rallonge les délais. Et la douleur chronique existe, et il faut faire passer le message. On reste dans le thème de la santé avec le métier d'ergothérapeute, un métier qui s'avère très utile et qui est souvent confondu avec celui de kinésithérapeute. L'hôpital privé de Belle-Île à Metz a son propre service. Hugo Asmani, Kevin Ferry et Elie Polselli. Situé à quelques pas du temple de Garnisson, l'hôpital Belle-Île comporte un centre de rééducation. Problèmes neurologiques, orthopédiques et maladies neurodégénératives, les ergothérapeutes y prodiguent une variété de soins. Cédric Dunat, professionnel depuis 26 ans, nous présente ce métier méconnu, souvent confondu avec celui de kinésithérapeute. Nous, ergothérapeutes, on va plutôt chercher que le patient soit autonome. Le kinésithérapeute, il va plutôt essayer de récupérer des fonctions, des mouvements, des amplitudes. Et nous, par contre, on va essayer que le patient soit autonome. Et ça commence dès le matin, quand il se réveille. Est-ce qu'il arrive à bouger dans son lit? Est-ce qu'une fois dans son lit, il arrive à se mettre assis au bord? Au bord du lit, est-ce qu'il arrive à sortir du lit? Et une fois qu'il est sorti, pourra-t-il se déplacer? On est très axé, sur l'autonomie et surtout le deuxième élément, c'est, j'ai envie de dire, le lieu de vie du patient. Comment ça va se passer une fois qu'il sera rentré chez lui? Une mission aussi difficile, c'est quand par exemple vous avez la famille qui n'a pas du tout la même vision que l'équipe paramédicale. Il y a des fois des conflits en disant où là la personne, en fait l'entourage comprend pas, pense que le patient va récupérer comme avant, mais c'est très très rare qu'on soit exactement comme avant. Et souvent, il y a eu des dégâts, il y a eu des séquelles qui sont irréversibles. Et ça, c'est pas toujours simple à entendre quand on met un patient devant ses limites. Il faut que le patient nous fasse confiance, il faut que la famille nous fasse confiance. Donc cette confiance, des fois, on l'a spontanément et des fois, elle se gagne. On a une spécialité pour réaliser des appareillages de membres supérieurs. Ici, on a un secteur de chirurgie de la main. Et donc, les ergothérapeutes peuvent réaliser des attelles. Un métier aux missions multiples et complexes, mais qui, lorsqu'elles sont réussies, permettent aux patients de surmonter les différents traumatismes de l'accident. Je me suis fracturé le bras à 4 endroits. Donc épaule, coude, poignet et les phalanges. Donc plus moyen de l'utiliser et en fait je réapprends les gestes de la vie quotidienne. Donc je dois dire que l'ergothérapie au début, je ne savais pas trop ce que c'était. Et j'avoue aujourd'hui l'utilité, le fonctionnement, reprendre possession de nouveau de son corps en fait, qui vous a lâché à un moment donné, qui vous a trahi. Donc ça aide bien aussi. Je suis arrivée ici, je pouvais à peine bouger ni mon épaule, ni mon coude, ni mon bras. Et au bout de 3 semaines, j'en suis à ça, j'en suis à ça. J'arrive pas encore, mais voilà, la progression, elle est géantissime, vraiment. Dimanche 24 septembre dernier se tenaient en Moselle et partout en France les élections sénatoriales 2023. Peu connu de tous, le Sénat représente la chambre haute du Parlement français. Il assure la représentation des collectivités territoriales. Imran, bonjour. Bonjour Marie, bonjour à tous. Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionnent ces élections? Eh bien, tout d'abord, pas de panique, vous n'avez pas oublié de vous rendre au bureau de vote. Il s'agit d'un scrutin indirect. Le nombre de sénateurs élus dans chaque département est proportionnel au nombre d'habitants. Mais attention, ce n'est pas les citoyens eux-mêmes qui votent, mais les grands électeurs, en l'occurrence les députés et les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux et les délégués des conseils municipaux. Ces derniers représentent environ 95% des grands électeurs. C'est pour cela que l'on dit que le Sénat représente les collectivités territoriales. Une fois élus, les sénateurs votent la loi et contrôlent le gouvernement comme les députés, à la différence qu'ils ne peuvent pas voter de motion de censure à l'encontre de la Première ministre. Et c'est pour cela que l'Assemblée nationale a le dernier mot dans les débats parlementaires. Le Sénat est composé de 348 sénateurs pour un mandat de 6 ans, mais tous les 3 ans, la moitié des sièges sont renouvelés. En septembre, il y en avait 170. Et comment se déroule l'élection des sénateurs? Alors le mode de scrutin dépend du nombre de sénateurs à élire par circonscription. Pour l'élection de 1 ou 2 sénateurs, il est uninominal majoritaire à 2 tours, comme les élections présidentielles. Pour l'élection de 3 sénateurs ou plus, il est proportionnel, comme les élections européennes. En Moselle, comment était le mode de scrutin ?
Eh bien, en Moselle, il y a 5 sièges de sénateurs. 13 listes de diverses sensibilités politiques ont été déposées. La liste majorité sénatoriale de la droite et du centre a recueilli 868 voix, soit 31% des suffrages et 3 sièges. Jean-Marie Mison, Catherine Belriti et Khalifé Khalifé. La liste au service de la Moselle des socialistes et des communistes a recueilli 364 voix, soit 13,05% des suffrages et 1 siège pour Michael Weber. Enfin, la liste d'hiver droite Prenons le parti de la Moselle a recueilli 330 voix, soit 11,83% des suffrages et 1 siège pour Christine Herzog. Les autres listes n'ont pas recueilli suffisamment de voix pour obtenir de sièges. En Moselle, 4 sièges sur 5 reviennent donc à la droite. Qu'en est-il à l'échelle nationale? C'est peu ou prou le même constat. La droite et le centre confortent leur majorité au Sénat. Son président, Gérard Larcher, du parti Les Républicains, a d'ailleurs été réélu. Le groupe Union Centriste, qui fait partie de la majorité sénatoriale, gagne aussi des sièges. C'est en revanche plus difficile pour le groupe affilié au parti présidentiel. La seule membre du gouvernement candidate, Sonia Backès, a été battue et a dû démissionner. À la gauche de l'hémicycle, le groupe socialiste demeure la deuxième force du Sénat. Progression aussi pour les écologistes et les communistes qui n'avaient pas souhaité faire alliance avec la France insoumise. Et ce renouvellement signe aussi une progression pour le Rassemblement national qui passe de 0 à 3 sièges. Merci beaucoup Imran Baroudi de nous avoir expliqué ces élections qui nous permettent de mieux les comprendre. À présent, une histoire encore trop méconnue de la Seconde Guerre mondiale, mais qui concerne pourtant des milliers d'Alsaciens et Mosellans, les Malgré nous, des témoignages précieux gardés dans les archives et les mémoires des familles. Un reportage d'Hugo Asmani et Manon Legrand. La Moselle, un département encore fortement marqué par la Seconde Guerre mondiale. L'association Ascomémo retrace l'histoire de cette période et aborde un sujet parfois méconnu et tabou, les Malgré nous. Des hommes et des femmes de Moselle et d'Alsace enrôlés de force dans l'armée nazie à partir de 1942. En tout, 130 000 soldats ont été envoyés au front, principalement celui de l'Est jusqu'en Russie. C'est l'histoire de Félix Jean Singer, racontée par son fils Gérard, bénévole de l'association. Quand les Allemands ont eu besoin de chair à canon, ils ont incorporé les Alsaciens, les Mosellans. Et mon père s'est retrouvé à ce moment-là, alors qu'il était père de famille déjà, il s'est retrouvé sur le front russe. Il a déserté. En mars 1944, il s'est retrouvé dans un camp qui a quand même une certaine notoriété ici, c'est le camp de Tambov. Et donc il est resté jusque fin août 1945 à Tambov. Il est rentré. Il a retrouvé ma mère qui le croyait mort. Parce qu'elle avait reçu un courrier disant qu'il avait disparu et quelle était son nouvelle, sauf un télégramme que mon père a écrit quand son train de rapatriement a passé la frontière française. J'ai trouvé donc les papiers concernant cette époque de Malgré nous, mais c'est les papiers de son retour. Parmi ces papiers, il y avait ce fameux télégramme. Il y a aussi la lettre qu'a écrite l'officier de mon père. Un aspect de l'histoire oubliée des programmes scolaires et des commémorations de guerre, en raison d'un passé encore tabou. Mon père avait milité dans des associations de Malgré nous après-guerre et puis il avait laissé tomber. Il faut quand même savoir que les associations de Malgré nous, quand elles défilaient, quand elles allaient déposer des gerbes au monument aux morts, elles n'étaient pas forcément bien vues. Il y avait des gens qui les insultaient. Il y a des gens qui pensaient qu'il suffisait de dire non pour ne pas porter l'uniforme allemand. Les gens avaient vécu des choses tellement difficiles, que c'était tellement différentes surtout, que c'était difficile de communiquer. Et puis les langues se sont déliées, mais beaucoup déjà des Malgré nous étaient morts. Tous n'ont pas apporté leur témoignage. C'est un sujet quand même qui reste un sujet un peu chatouilleux comme ça, traumatisant. Peut-être qu'on n'en parle pas assez, et peut-être qu'on peut déplorer aussi que les manuels d'histoire se fassent de plus en plus laconiques sur certaines choses. C'est pas le sort des Malgré nous, à mon avis, qui va faire une tête de chapitre dans les livres d'histoire les prochaines années. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la régie, aux techniciens, à la réalisatrice et à toutes les personnes qui ont participé à la conception de ce journal. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur le site webulition.info. En attendant le prochain rendez-vous, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée.